Bienvenue dans le Hubcast, le podcast du Hub créatif de Charleroi Métropole. Un shot de créativité à consommer partout, tout le temps. À chaque épisode, nous partirons à la rencontre d'un artiste, d'un artisan, d'un maker ou encore d'un entrepreneur qui dévoilera et décortiquera pour vous son processus créatif. Où puissent-ils leur inspiration? Comment développent-ils leur potentiel d'innovation? C'est un podcast au service de vos idées et de votre créativité. Bonne écoute. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode du Hubcast, nous accueillons une autrice et comédienne bien connue du paysage belge. Elle a connu un succès international avec son roman La vraie vie. Vous avez peut-être son nom au bout de la langue, c'est Adeline Dieudonné. Bonjour Adeline. Bonjour. Bienvenue dans le Hubcast, le podcast pour stimuler sa créativité. Alors Adeline Dieudonné, vous êtes née à Bruxelles en 1982. Vous êtes en quelque sorte un véritable ovni de la scène littéraire belge, à la fois femme de lettres, novelliste et romancière, vous refusez de vous cantonner à un seul style. Grâce à votre univers imaginaire et singulier, mêlant harmonieusement humour et violence, vous avez réussi à créer votre propre signature. Mais c'est en 2018 que vient la consécration avec la parution de votre premier roman, La vraie vie, aux éditions L'Iconoclaste, qui rafle tout sur son passage. Multiprimé, traduit dans plus de 20 langues, La vraie vie a remporté le prix Fnac, le prix Renaudot des lycéens, le prix Russell, pour n'en citer que quelques-uns. Plus récemment, en 2021, vous avez publié votre second roman Kérosène, un savant mélange de suspense et d'humour. Est-ce que jusqu'à présent, il y a une erreur ou tout va bien au niveau des dates et du CV? Tout va bien. Tout va très bien. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, on peut se tutoyer. Eh bien, tutoyons-nous. Quelle serait ta définition de la créativité? Ma définition de la créativité, ce serait peut-être d'être capable de rentrer dans son intériorité, de rentrer en dialogue avec soi-même. Enfin, en tout cas, l'écriture. Après, la créativité en général, je pense que c'est simplement s'autoriser à rêver. Est-ce que tu te considères comme une personne créative? Oui. Et depuis toute petite? Ça oui. Pas forcément dans l'écriture, mais c'est vrai que quand j'étais petite, je dessinais énormément. Et encore aujourd'hui, même quand je suis pas en train d'écrire, la plupart de mes loisirs, c'est créatif. Ouais. Par exemple, j'aime beaucoup l'architecture. Et donc voilà, en ce moment, je m'amuse à dessiner les plans de la maison de mes rêves. Mais sinon, oui, mon intérieur, c'est super important pour moi. Donc je peux vraiment passer beaucoup de temps et beaucoup de soins à m'en occuper, à imaginer comment améliorer les choses. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de créatif? Je trouve que dans la vie, plus j'avance, plus je m'autorise aussi à être créative dans ma façon de vivre. C'est-à-dire, pas forcément aller vers les chemins tout tracés et voilà, vivre un petit peu différemment. En tout cas, de trouver les choses qui me conviennent et d'adapter ma vie plutôt que de passer ma vie à m'adapter pour entrer dans un moule qui est pas forcément le mien. Et donc, par exemple, je trouve qu'il y a énormément de créativité dans le couple, dans la façon de faire vivre une histoire d'amour. Ça demande énormément de créativité aussi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément que dans les choses qu'on fait, c'est aussi dans les choses qu'on vit. Qu'on vit et qu'on ressent. Ouais. Ta rencontre avec le théâtre, est-ce que tu t'en souviens? C'était quand? C'était où? Alors oui, je m'en souviens, mais c'était pas exactement le théâtre, c'était l'improvisation théâtrale. Ok. Et ça oui, je me rappelle très bien, j'avais 15 ans et mes parents m'emmenaient voir les matchs d'impro à l'époque. Et j'ai eu tout de suite très très envie de le faire. Et donc j'ai trouvé une équipe, je me suis inscrite et j'ai commencé les entraînements d'impro. C'est par cette voie-là que je suis rentrée et que j'ai commencé à jouer et que j'ai commencé à apprécier de regarder les autres jouer, mais c'était dans l'impro. Et puis après, j'ai découvert le théâtre avec un grand T quand je suis entrée au conservatoire. Et à quel moment t'as su que tu voulais faire ça? Ou que ça allait en tout cas prendre une place prépondérante dans ta vie? Tard. Je l'ai su, je pense, vers mes 17 ou 18 ans. Et je pense que c'était pas pour les bonnes raisons. Je pense que je me suis pas inscrite au conservatoire pour les bonnes raisons. Je pense qu'en fait, profondément, comédienne, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Mais je me suis laissée convaincre par un amoureux qui avait très envie que je le suive dans ses ambitions à lui. Et moi, à la base, je voulais être architecte d'intérieur. Et donc, je me suis inscrite au conservatoire. Après, j'adorais, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas une découverte personnelle et intérieure. C'est plutôt parce que j'ai voulu suivre un amoureux dans ses ambitions. Et avec la littérature, ce serait quand? Alors là, c'est beaucoup plus tôt. Moi, j'ai découvert la littérature, je devais avoir 8 ans. Mais ça a vraiment été un choc quand j'ai lu Les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Je me rappelle relativement bien, pour autant qu'on puisse bien se rappeler de ces 8 ans, mais je me rappelle d'être à la bibliothèque de l'école
Et de tomber on devait choisir un livre et j'étais tombée sur celui-là et j'ai plongé et je l'ai lu presque d'une traite et c'est la première fois que, en fait c'est la première fois que je lisais un roman parce qu'avant ça j'avais lu des BD et c'est la première fois que et du coup j'ai réalisé à quel point c'était autre chose. On pouvait vraiment se lier d'amitié avec des personnages mais de façon extrêmement forte et être comme ça projeté dans un univers parallèle le temps de la lecture et sortir complètement de sa propre vie. Et donc et à partir du moment où j'ai lu les Mémoires d'un âne, j'ai continué, j'ai lu pratiquement toute la Comtesse de Ségur. Et tout de suite après la Comtesse de Ségur, bizarrement, je suis passée à Maupassant. Ce qui n'était pas forcément une lecture. Donc j'ai commencé à lire Maupassant, je devais avoir 10 ans. Donc évidemment aujourd'hui je le lis avec une autre compréhension. Ouais. Mais à l'époque, comme c'était des histoires courtes, Maupassant a écrit énormément de contes et de nouvelles. C'était super accessible pour moi et voilà. Et donc la littérature, ça par contre, elle m'a toujours accompagnée en tant que lectrice, pas en tant qu'autrice, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Là, tu parles de ce qui t'a accompagné, de la littérature. Comment est-ce que ça se passe quand tu écris? Est-ce qu'il y a des rituels? Comment se passe le processus d'écriture chez toi? C'est difficile d'en parler parce que je suis encore une toute jeune autrice. Je suis encore vraiment débutante dans mon parcours. Tu te considères comme une toute jeune autrice? Oui, pas forcément jeune en âge, mais jeune dans le parcours. En tout cas, débutante, oui. Parce que je suis toujours aussi perdue. J'ai pas encore de méthode, j'ai pas encore trouvé justement mes trucs sur lesquels m'appuyer. Donc pour l'instant, écrire, ça reste quelque chose de très difficile, de très vertigineux pour moi et de très angoissant. Après, mes rituels, moi j'ai besoin d'écouter de la musique quand j'écris. En l'occurrence, ça amuse toujours les gens, mais du métal, enfin de la musique très 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 stimulante. Mmh. Donc j'ai vraiment besoin de me secouer le cerveau pour pouvoir écrire. J'ai besoin de quoi? De thé. Je bois énormément de thé. Vous souriez parce qu'on est en train d'en boire. Oui. J'ai besoin de lire, évidemment pas au moment où j'écris, mais pendant que... la lecture est vraiment complémentaire. C'est comme si Elle nourrit, voilà. C'est comme si j'avais besoin de remplir le réservoir que je suis en train de vider en écrivant. Et j'ai besoin de m'inspirer des autres auteurs, donc j'ai énormément besoin de me nourrir du travail des autres artistes, et pas que les auteurs, mais ça me stimule très très fort en fait. Quand je vois des gens faire des choses que j'admire, ou alors je regarde des films ou je vais au théâtre, mais j'ai vraiment besoin d'être stimulée par le travail des autres. Et est-ce que tu collectes ça? Est-ce que des choses qui peuvent t'inspirer, ou est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu découpes des choses? Non, parce que c'est vraiment une stimulation d'énergie. C'est-à-dire que je vais pas forcément chercher de l'inspiration dans le travail des autres, mais plutôt l'énergie. L'énergie de la création. Voilà, exactement. Je vais en tirer quelque chose. Mais donc j'ai pas besoin de prendre des notes puisque par définition, voilà, je sais que si je lis, il faut juste que je lise des bons auteurs. C'est la seule condition. Si je lis quelque chose qui est pas bon, ça va pas me donner la même énergie. Et c'est quoi pour toi lire des bons auteurs? C'est une grande question parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu recherches quand tu lis? Je cherche la vérité de l'auteur. C'est-à-dire, je cherche à lire quelqu'un qui me dit la vérité sur ce qu'il est. Et pour moi, alors, il y a évidemment plein de façons de définir ce que je considère comme de la bonne littérature ou ce que je considère comme de la mauvaise littérature. Mais vraiment, je crois que ça, c'est la base. C'est de sentir que la personne est sincère dans ce qu'elle me raconte et qu'elle n'est pas en train d'essayer de donner un genre ou Donc j'ai besoin de vérité. Après, c'est sûr que dans la forme, j'aime bien que le vocabulaire soit riche, que les mots soient beaux, que les images aussi me transportent. Ça, c'est très très important. Après, voilà, en fonction des auteurs, chez chacun, je vais trouver. Chez Nabokov, là, on est vraiment dans le style, dans la forme pure. Chez un Stephen King, on va être plus dans la narration, même s'il a un très très beau style, Stephen King. Mais là, ce qui va vraiment me stimuler, c'est de dire, waouh, comment en quelques phrases, il arrive à vraiment me faire plonger dans l'intrigue. Chose qu'on peut retrouver chez une Margaret Atwood. Chez une Lionel Shriver, je vais trouver l'intelligence. Je trouve qu'elle a ça, c'est super. Je trouve quand on lit quelqu'un de beaucoup plus intelligent que soi et qu'on a l'impression que cette intelligence est un tout petit peu contagieuse et qu'au contact de l'auteur, on va mourir un peu moins bête. Et tu disais que tu pouvais aussi t'inspirer d'autres arts, que c'était pas forcément de la littérature. Qu'est-ce que, par exemple, un art pictural peut venir stimuler chez toi ou...
Alors, l'art pictural, je vais pas faire la fille qui se la pète. Genre, je passe ma vie dans les musées, j'ai une culture énorme de la photo ou de la peinture. Par contre, c'est vrai que de nouveau, c'est plongé dans un univers. Parfois, il y a des peintures ou des photos comme ça où en une seconde, je suis transportée, je suis aspirée par ce que je vois et je suis complètement, je sors de nouveau de ma réalité et je suis transportée. Donc ça, c'est vrai que ça peut jouer. Parfois, il y a des peintures dont je me dis, j'ai envie d'écrire l'histoire qui va avec. En tout cas, l'histoire que moi je projette dans ce tableau-là. Mais voilà. La fiction, comment elle se matérialise? L'imagination, l'imaginaire, comment il se matérialise chez toi? Est-ce que t'es souvent dans tes pensées? Est-ce que t'es plutôt quelqu'un de très terre à terre? Ou au contraire, tu peux vite partir dans un monde, voilà, qui te parle, qui te plaît, qui... De nouveau, plus je vieillis, plus je réalise qu'en fait, mon besoin à moi, parce que je me suis beaucoup adaptée au monde dans lequel je vis, je suis pas une rêveuse, hein, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique. Enfin, si vous me côtoyez pendant la journée, vous allez rarement me voir avec les yeux au ciel. Par contre, c'est vrai que j'adore être en dialogue intérieur. C'est-à-dire, c'est vrai que pour moi, la créativité, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, même si je suis pas en train de forcément penser à ce que je vais écrire, je suis constamment en train d'élaborer des choses dans ma tête. Mais ça peut être... c'est des pensées. Et plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai besoin de solitude parce que j'adore être dans cet état méditatif, où c'est pour ça effectivement que j'adore jardiner, où je vais laisser mon esprit vagabonder, suivre... et plus je le laisse galoper en fait librement, plus j'ai le sentiment que les choses arrivent sans effort, sans que je doive aller forcément les chercher. Alors, ce succès de la vraie vie, j'imagine que tu ne t'y attendais pas. Il est arrivé comme ça. Comment est-ce qu'on vit un tel succès? Très bien. Vraiment très très bien. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments de craquage. Bien sûr que tout à coup, il y a beaucoup de pression. On est sous le feu des projecteurs. C'est très intimidant d'être comme ça regardé. Alors que je crois qu'on passe quand même un tout petit peu notre vie à chercher l'attention. Enfin, en tout cas moi. Enfin, si pas l'attention, en tout cas l'amour. Et tout à coup, on a une espèce d'avalanche d'attention et d'amour, ce qui est super gai, mais en même temps, faut l'encaisser, faut arriver à le recevoir. Donc c'est sûr que j'ai eu des moments où j'ai craqué, où c'était plus dur. Mais non, globalement, je l'ai super bien vécu. C'était fou. Après, je prends aussi un petit peu de recul. Enfin, j'ai pris un petit peu de recul et je me rends bien compte que du côté artificiel aussi de la chose. Mais globalement, oui, d'être validée dans ce que je fais. Que tout à coup on me dise ouais, les histoires que t'écris elles plaisent aux gens et ça fait plaisir, ça c'est incroyable. Et puis l'argent, il y a rien à faire, même si je suis pas vénale et je cours pas après, on en a besoin pour vivre et moi avant le succès de la vraie vie, c'était vraiment compliqué, donc c'était une angoisse qui était toujours un petit peu là et qui tout à coup a disparu. C'est super agréable. Comment est-ce qu'on s'entoure dans des moments comme ça? Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de sollicitations, il faut être capable de faire plein de choses, or on n'est pas capable de tout faire. Donc qui sont peut-être tes personnes ressources, tes mentors qui t'ont aidé et t'aident au quotidien à profiter de tout ça ou en tout cas à faire en sorte que tout ça soit assez vertueux? Alors il y a mes filles, même si évidemment elles vont pas me donner des conseils sur ce que je dois accepter ou refuser, mais en fait mes filles comme elles n'en ont mais strictement rien à foutre de tout ça. Elles me font du bien parce que tout à coup quand je suis avec elles le soir, tout ça cesse d'exister. Donc voilà, mes filles c'est vraiment mon réconfort et là où je prends du recul aussi. Après j'ai mon agent qui est Stéphane Levens, qui est la personne grâce à laquelle je suis arrivée chez l'Iconoclaste. Et donc c'est une super belle histoire parce que elle a testé quelque chose avec moi, c'est-à-dire qu'elle avait envie de se lancer comme découvreuse de talent. Et j'étais la première personne avec qui elle a essayé de le faire, et avec le succès qu'on sait, c'est super gai, c'est vraiment chouette d'être elle était dans une tentative, et moi j'étais dans une tentative, et on a réussi toutes les deux ensemble. À marquer l'essai. Donc, à marquer l'essai, donc ça c'est super gai. Voilà, j'ai eu mon éditrice pendant tout un temps. Évidemment, il y a l'amoureux. Donc j'ai ma maman, et puis toute ma famille. Mais c'est vrai que ma maman m'entoure énormément. Elle est très très présente. Enfin, même elle travaille un petit peu avec moi. Donc elle me donne un coup de main justement sur les choses sur lesquelles j'arrive pas forcément toujours à suivre. Donc oui, on est une espèce d'équipe de travail entre mon agent, ma maison d'édition, ma maman. Ça c'est vraiment au niveau professionnel, mon entourage direct, quoi. Et justement, quel est le rôle pour ceux qui
par exemple, ne connaissent pas ou se posent des questions de ton agent. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que vous travaillez ensemble et en quoi est-ce que c'est peut-être important ou tu pourrais conseiller aux auteurs, aux autrices de travailler avec un agent? Alors moi j'ai 2 agents en réalité, donc j'ai Stéphane qui est vraiment sur toute la partie littéraire et qui, en plus de son travail de conseil et d'agent, donc ça va être me conseiller sur la signature d'un contrat, mais elle est là aussi pour m'entourer, pour s'assurer que je sois dans des bonnes conditions de travail. Donc elle va aussi parfois me dire, écoute, là il y a beaucoup de demandes, lève un peu le pied sur ce que tu acceptes parce que il y a quand même un roman qui est en préparation et il faut que tu puisses écrire. Donc ça c'est super gai parce que moi j'ose jamais dire non parce que je suis toujours très flattée que les gens me proposent des choses, mais c'est bien voilà que j'ai quelqu'un qui vienne me dire à un moment stop parce que vraiment ton métier c'est d'écrire des livres. J'ai un autre agent qui elle est plus sur la partie comédienne et aussi sur la partie scénariste. Donc elle va m'aider à trouver si j'ai des idées de scénario, je les lui soumets et elle après elle fait le lien avec les producteurs. Donc ça c'est super. De nouveau, ça me débarrasse d'une grosse partie du travail et puis après elle va continuer, elle va négocier les contrats et tout ça, ce que je ne sais pas faire. Et alors oui mais c'est vraiment ça les agents c'est la personne de référence qui font que je suis plus il y a rien de plus désagréable que de négocier un contrat, devoir parler argent et ces choses-là. Et elles sont là aussi pour me dire ton travail a de la valeur. Parce que moi, je suis de nouveau tellement toujours flattée qu'on me propose du travail que j'ai tendance à pas demander beaucoup. Et sauf que à un moment, elle dit si la personne qui te propose du travail a les moyens de te payer et donc voilà, faut le faire quoi. Entre ton travail de comédienne, d'écriture de scénario et de romancière, on peut dire ça, romancière. Pas de choix. C'est plutôt chouette de justement pouvoir avoir un paysage comme ça assez large, qui te permet d'aller picorer là où t'as envie de picorer ou... Oui, c'est super gai. Après, comédienne, je mets vraiment ça au second plan. Parce que plus j'avance et plus, en fait, ce que j'aime quand je me lève le matin, c'est me mettre à mon bureau et écrire. Plus que... En fait, j'adore la solitude. Et comédienne, c'est un métier pas solitaire du tout. Donc, il y a ça. Il y a le fait que je me sente pas... je suis pas une grande comédienne non plus. Donc à un moment, je crois que c'est bien de se sentir bon dans ce qu'on fait. Et ça sert à rien d'aller jouer juste parce que mon nom sur une affiche va faire vendre un spectacle. Faut le faire parce que je suis la meilleure personne, la mieux placée pour assurer sur un rôle. Et ça, je crois que je le suis pas beaucoup. Et alors, il y a aussi comédienne, est-ce que j'ai envie de jouer dans les projets des autres? Et ça, pour l'instant, la réponse est non. Après, peut-être qu'un jour, on va me proposer un rôle sublime et que la réponse sera oui. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, ces dernières années, je n'étais amenée à jouer que mes propres textes. Et donc ça, c'est vrai que c'est chouette parce que c'est une façon d'accompagner le texte plus loin, de voir le public qui reçoit. Parce que moi, je suis pas là quand les gens lisent mon livre. Alors que là, voir les gens recevoir mon texte, c'est une sensation incroyable. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas le sentiment de devoir choisir ou d'être écartelée. Et puis le métier de scénariste, oui, c'est super gai, ça stimule, c'est autre chose aussi. Alors évidemment, une question que je me posais, c'était, et finalement t'as aussi marqué l'essai parce que la preuve, il y a eu Kérosène qui est arrivé. Mais comment est-ce qu'on arrive à se rasseoir à son bureau après un succès comme La Vraie Vie et se dire tout le monde m'attend, mon Dieu, voilà, il faut que j'assure. Comment est-ce que t'as géré cette pression et voilà, qu'est-ce qui en ressort en termes d'apprentissage de... J'ai compris que je devais accepter de me planter. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire un deuxième roman, mais tout de suite, même avant même la parution de La Vraie Vie. Et ce deuxième roman, pour l'instant, j'ai pas réussi à le finir. Parce que justement un peu paralysée par le succès, et puis aussi parce que, il y a le Covid qui est venu mettre son nez là-dedans et tout ça. Et donc, il y a plein de choses. Mais donc oui, c'est très difficile de se dire, je suis en train d'écrire quelque chose qui va être lu par au moins 10 000 personnes. Enfin, ce qui serait vraiment, par rapport au succès de La Vraie Vie. Combien d'exemplaires vendus pour La Vraie Vie? À peu près, ou une fourchette pour? 200 000. Oui. Dans ces donc eaux-là. 10 000, oui, c'est vrai que c'est timide. Oui, c'est très pessimiste, mais rien que de se dire, les mots que je suis en train d'écrire vont être lus par 10 000 personnes. 10 000 personnes, c'est un forêt nationale et demie, quoi. Enfin, c'est juste un peu énorme. Vertigineux. Oui. C'est un peu vertigineux, donc c'est sûr que c'est très intimidant. Et finalement, Kérosène, je l'ai écrit pour me faire plaisir. J'écris
en me disant, c'est justement pendant le Covid, et donc j'avais pas du tout la certitude que ça allait être mon prochain livre publié. Je savais même pas si tout allait être publié. Enfin voilà, et comme ce sont Kérosène, on dit que c'est un roman, mais en réalité pour moi c'est entre le roman et le recueil de nouvelles, parce que c'est plein de petites histoires, et donc ça c'est facile parce que je peux me dire, j'écris une petite histoire, et si elle est pas bonne, je la mets pas dedans. Alors que dans un roman, c'est beaucoup plus compliqué. À un moment, si on se dit, si je pars sur une mauvaise voie, où est-ce que je coupe? Je reviens en arrière, mais jusqu'à quel point? Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, j'étais vraiment dans une démarche juste de plaisir, et en fait, je devrais écrire que comme ça. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait que je me mette dans la tête, c'est j'écris ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, ce qui m'amuse, et après, je verrai bien ce que je publie. Mais ce sont deux choses différentes. Ça, si j'arrivais à me mettre ça dans la tête en permanence, ça, ce serait vraiment, pour moi, c'est l'apprentissage qu'il faut absolument que j'intègre. C'est-à-dire que je le sais, mais c'est pas encore, ça a pas encore sédimenté, quoi. Et ça, c'est vraiment mon prochaine étape. Ouais. Ta prochaine étape. Alors, à la lecture de tes textes, tu fais plusieurs fois référence à la Wallonie, ou en tout cas une identité belge. Qu'est-ce que t'évoque la ville de Charleroi, et plus largement, peut-être dans une deuxième question, la Wallonie? Voilà, c'est large, hein. Donc on va commencer avec Charleroi. Qu'est-ce que t'évoque la ville de Charleroi? Charleroi, je connais pas bien du tout. Alors, chaque fois que j'y vais, j'ouvre toujours des yeux comme des billes, parce qu'il y a plein de, en fait, je trouve que c'est une ville super stimulante, qui donne envie de faire plein de choses. Et j'ai écrit une petite nouvelle qui se passe, pas à Charleroi, mais tout près, pour la RTBF. C'était un podcast pour la RTBF, c'était super gai, mais ça se passe en 1914, donc c'est pas le Charleroi d'aujourd'hui. Mais, la Wallonie en général, déjà il y a pas une Wallonie, elle a tellement de visages différents. Moi j'ai grandi dans le Brabant wallon, mais ouais, il y a la Wallonie, c'est plein de visages différents. J'exclus pas du tout de retourner y vivre un jour, et peut-être justement dans la région de Charleroi, parce que de nouveau, je trouve vraiment que ça donne envie de s'y installer et de créer des choses. Voilà, c'est une zone, zone industrielle sinistrée, enfin qu'il est plus depuis des années, mais enfin il y a quand même encore j'ai le sentiment, ce truc de tout est possible. Il y a encore moyen d'investir, de faire des choses, sur des budgets qui sont encore relativement raisonnables, et d'en faire vraiment quelque chose, ce qui est pas du tout possible dans d'autres coins de la Wallonie. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans un projet, ou pas? Qu'est-ce qui fait que je me lance dans un projet ou pas? Mon instinct, mon envie, mais... T'es plutôt quelqu'un d'instinctif, alors? Complètement. Et je crois très fort à l'intuition, parce que je pense que l'intuition n'est pas quelque chose d'aussi irraisonné que ce qu'on pourrait croire. Je crois que l'intuition... d'ailleurs, j'inventerai en disant ça, mais je crois que l'intuition, c'est notre capacité de jugement, mais c'est sur plein de choses qu'on n'est pas capable d'intellectualiser ou d'expliquer, se dire, tiens, pourquoi est-ce que telle personne, je la sens bien? Pourquoi est-ce que tel projet, je le sens bien? En fait, je pense que c'est plein de choses qu'on perçoit sans les conscientiser et qui sont ultra justes. Et donc, moi, je fais super confiance à mon intuition. Et a raison. Ah oui, complètement. Ouais, vraiment. Après, il faut juste faire gaffe aussi. Je me méfie juste de mes schémas. C'est-à-dire que parfois, ce qui peut passer pour de l'intuition, c'est en fait mes vieux travers, les vieux schémas que j'ai pas envie de répéter. Mais donc ça demande juste un tout petit boulot d'analyse, de dire, ok, alors je vais juste faire ma petite checklist. Est-ce que cette personne est en train elle pourrait m'amener dans mes vieux schémas nocifs, et ce qui pourrait être une raison pour laquelle je suis attirée par cette personne, par exemple. Et donc, voilà, maintenant je commence avec ma grande maturité à comprendre. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture? Et puis, dans un deuxième temps, les travers dans lesquels on peut tomber facilement, et comment les éviter? Voilà, c'est une double question, là encore. Le plus gros travers de l'écriture, c'est de ne pas terminer un projet. Et c'est terrible, parce qu'en fait, c'est très très dur. L'écriture, en fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, au début, on est super emballé. On a une idée, on se dit, ouais, ça va être génial. Et puis, on se met au travail, et le début est super stimulant. Et il y a toujours un mur, à un moment. Et c'est vraiment la question de comment on va réagir face à ce mur. Et la plupart du temps, on s'arrête. Parce qu'on était tellement porté par notre enthousiasme, et on devait tellement pas amener de carburant, personnel, que une fois que le mur est là, on se dit voilà. Et on arrête. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à surmonter, c'est se dire ok, ce mur, il est là, c'était sûr qu'il allait survenir,
C'est même pas une surprise, c'était certain. Donc maintenant, ok, c'est la partie moins drôle du travail, mais comment est-ce que je le démolis, est-ce que je le contourne, est-ce que je passe au-dessus, mais comment est-ce que je gère ces difficultés? Et des murs comme ça, on va en prendre un certain nombre, ça dépend des projets. Et toi, quelle est ta stratégie personnelle face au mur? J'imagine qu'elle peut différer en fonction du type de mur, mais... C'est la discipline. C'est vraiment la discipline. C'est qu'en fait, à force de se remettre au travail, à force d'y aller, on finit par franchir le mur. La réponse finit par arriver. Mais ça peut mettre du temps, et donc c'est vraiment là qu'il faut pas lâcher, il faut absolument persévérer. Et passer des contrats avec soi-même en se disant... Surtout quand on n'est pas attendu. Maintenant, pour moi, c'est plus facile parce qu'a priori, un projet que je commence, il est attendu par quelqu'un. J'ai signé un contrat, j'ai une date de remise, donc forcément, ça stimule. C'est balisé. Oui, voilà. Oui. Alors que quand on écrit son premier roman, personne ne nous attend et donc c'est vraiment facile de laisser tomber. Donc c'est la discipline, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est comme en sport. Hein. Voilà, il y a toujours un moment où on se fait un peu mal, où on se dit finalement aujourd'hui je vais rester. Non, faut y aller, faut vraiment continuer. Et alors, petit conseil, en fait, moi, j'ai pas de conseils à donner. Par contre, il y en a un qui a des super conseils, c'est Stephen King, et qui a écrit un bouquin qui est génial, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Et je pourrais jamais donner autant de bons conseils qu'il y en a dans ce livre. Enfin, je l'ai déjà lu 3 fois, c'est juste de la bombe. Écriture, mémoire d'un métier. Est-ce que tu y crois, toi, aux techniques d'écriture? Tu sais, il suffit de googler comment écrire. Alors, voilà, il faut placer les idées et puis après, hop, les tailler. Mais alors, jeter dans un premier temps, tailler après. Voilà. Est-ce que tu crois à ces espèces de techniques qu'on dit, voilà, un peu miracles pour écrire? Ah, je les connais même pas. Ah, tu m'intéresses? Je les connais pas. Après, oui, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui font des masterclass. J'imagine qu'il y a autant de techniques, du coup, qu'il y a d'auteurs. C'est vrai que moi, je les ai jamais regardées, mais ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas du tout. Moi, je crois beaucoup à la méthode d'écriture pour ce qui est de l'écriture de scénario, par exemple. Je crois vraiment, il y a une structure, il y a des règles qu'il faut respecter. Après, une fois qu'on les maîtrise vraiment bien, évidemment, on peut s'en débarrasser. Mais alors, soit on a une connaissance de ces règles instinctives, et je crois que ça peut vraiment arriver quand on a vu beaucoup de films. On a en fait dans la tête, sans l'avoir conscientisé, mais la structure du récit dramaturgique. Ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour le théâtre. Et donc, on peut se passer de lire les bouquins qui théorisent là-dessus. Moi, j'adore ces livres-là. Tous les bouquins de théorie de scénario, j'en ai déjà lu beaucoup et j'adore ça. Et je crois que ça m'aide pour l'écriture littéraire, même si l'écriture littéraire est très différente et qu'on peut vraiment s'affranchir d'autant plus de ces règles-là. Mais je pense qu'on peut écrire un roman en suivant les règles du scénario. D'ailleurs, je crois que si on regarde la structure de la vraie vie, même si je l'ai pas structurée comme ça, je l'ai pas théorisée, mais je pense qu'on va retrouver les 3 actes, le climax de fin et tout ça, l'élément déclencheur, voilà, ces choses-là. Sur la façon dont on crée un personnage aussi. Enfin, je trouve que ces bouquins sont bourrés de bons conseils. Après, c'est pas des recettes miracles. C'est pas parce qu'on l'applique que qu'est-ce qui va faire qu'une histoire, que les personnages vont être vraiment attachants, qu'il va y avoir tout à coup de la magie qui va émaner d'une histoire? Ça, il y a pas une recette, il y a rien qui peut. Mais donc après, moi, j'irais pas me ruiner dans des masters parce que je crois que ça peut vraiment coûter très très cher, ces machins. C'est vrai. J'achèterais plutôt des bons bouquins de scénario et je crois qu'il y a déjà beaucoup de trucs là-dedans. Mais je connais pas, donc je peux pas non plus juger du travail des autres. Dernière petite question pour toi. Que répondrais-tu à quelqu'un qui chercherait à transformer ses idées en réalité? Je pense je crois la première chose, c'est se donner des échéances, faire un planning. C'est pas très sexy dire ça comme ça, mais je crois vraiment moi je suis une dingue du tableau Excel. J'aime vraiment beaucoup ça. Je pense effectivement que pour être concret, il faut savoir faire des listes, il faut savoir faire des plannings. Parce que de nouveau, je trouve que la créativité, quand elle est canalisée, qu'elle s'inscrit dans une structure, c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver de la liberté dans la contrainte. Et donc, après, il faut savoir s'imposer ces contraintes-là soi-même, mais vraiment être un petit peu méthodique, je crois que c'est pas mal. Voilà. Merci. Alors, avant de se quitter, Adeline, j'ai un petit jeu à te proposer. Oui. Une espèce de petit thé ou café. Les règles du jeu sont assez simples. Ne pas trop réfléchir et répondre du tac au tac. T'es prête? Je suis prête. Le livre qui a pu semer en toi des idées ou être à l'origine d'un projet. J'accuse l'économie triomphante d'Albert Jacquard. Un créatif ou une créative que tu apprécies beaucoup pour son travail. Thomas Gunzig. Un album à écouter.
J'ai envie de dire un cat power, mais j'ai pas le nom de l'album en tête. Un compte Instagram ou une chaîne YouTube qui t'inspire ou qui te fait marrer? Eh ben, pour l'instant, moi, je suis accro au compte Instagram de... C'est un truc de carrelage. D'accord. HB classique. Non, mais vraiment, la fille, elle est passionnée par le carrelage et je trouve ça passionnant de la suivre dans sa passion pour les carrelages et pour les granitos, les terrazzo, enfin, tous ces trucs-là. Et vraiment, pour l'instant, je suis accro à son travail à elle. C'est très bien. Un lieu pour s'évader? Les Ardennes. Un exercice à donner à nos auditeurs pour stimuler leur créativité? Eh ben, moi pour l'instant, je viens d'apprendre à faire un Rubik's Cube, à résoudre le Rubik's. C'est hyper gai. C'est vraiment chouette. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça stimule la créativité, mais ça fait un peu, ça fait une gymnastique du cerveau qui est super agréable. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adeline. Merci à vous. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Suivez-nous sur les plateformes de podcast. Le UPC est un collectif d'acteurs au service de vos idées et de votre créativité. Et pour vous tenir au courant de notre actualité, rendez-vous sur notre site www.hub-charleroi.be. À très vite.